Premier char conçu et produit en série par l'Union soviétique, le T-18 est souvent oublié, éclipsé par ses successeurs plus célèbres. Et pourtant, c'est lui qui a posé les premières briques de l'industrie blindée soviétique. Dans un pays alors en pleine mutation, le T-18 est le symbole d'une ambition, rattrapée en quelques années des décennies de retard militaire. Le premier char produit en Union soviétique fut le Russkiy Renault, le Renault russe. Il s'agissait d'une tentative de copier le Renault FT français, dont les soviétiques avaient capturé des exemplaires offerts aux forces russes blanches par la France durant la guerre civile russe. C'est l'usine de Krasnoye-Sormovo qui est chargée de copier le Renault en 1920. Mais l'exemplaire fourni, saboté par les Blancs, est dans un état déplorable et de nombreux éléments manquent. Résultat, la production avance péniblement et seuls 15 exemplaires sortent de l'usine entre 1920 et 1922. Ces chars souffrent de tant de problèmes techniques qu'aucun ne sera jamais utilisé au combat. Par la suite, les difficultés économiques et politiques mettent un coup d'arrêt temporaire au développement des chars. Il faut attendre 1924 pour que l'idée d'équiper l'armée d'un char de soutien d'infanterie refasse surface. L'objectif initial est de concevoir un char de 3 tonnes avec un blindage de 16 mm, une vitesse de 12 km/h et armé d'une mitrailleuse ou d'un canon de 37 mm. Pour cela, les soviétiques étudient plusieurs chars étrangers capturés et s'intéressent particulièrement au Fiat 3000 italien, copie modifiée du Renault FT qu'ils ont récupéré lors de la guerre soviéto-polonaise. C'est l'usine Obukhov de Leningrad qui est chargée de produire un prototype, le T-16. Bien qu'il ressemble fortement au Renault FT, le T-16 s'en distingue par une configuration interne différente, notamment un moteur monté transversalement et non longitudinalement. Ce choix permet de réduire la longueur du char et donc son poids, améliorant ainsi sa mobilité tout en réduisant les coûts de production. Le prototype est achevé en mars 1927, mais les essais révèlent de nombreux défauts, en particulier au niveau de la propulsion et du châssis. L'engin est également incapable de franchir une tranchée de plus de 1,50 m de large. Un second prototype est alors développé. En tenant compte des retours d'expérience, il sera accepté par l'armée en juillet 1927 et prendra le nom de MS-1 ou T-18. Le T-18 est un mélange de copies et d'éléments originaux. Sa disposition interne est calquée sur celle du Renault FT avec un compartiment moteur-transmission situé à l'arrière, séparé du compartiment de combat. Les 2 membres d'équipage sont placés l'un derrière l'autre, le pilote à l'avant et le commandant-tireur assis dans une sangle suspendue juste derrière lui. Il est protégé par un blindage de 16 mm, sauf sur le toit et le plancher avec 8 mm. C'est quasiment identique au Renault FT et dans les normes de l'époque. Cela le protège efficacement contre les armes légères et les mitrailleuses, mais évidemment pas contre les armes plus lourdes, ce qui est normal pour un char léger d'accompagnement. L'armement principal est une copie du canon naval français Hotchkiss de 37 mm, lui-même dérivé du SA-18 du Renault. Monté en tourelle, sur l'avant gauche, il a une longueur de 20 calibres. La plupart des T-18 étaient équipés d'un viseur dioptrique, très peu précis, mais certains modèles tardifs reçurent un viseur télescopique. Bien que quasiment obsolète dès l'entrée en service du T-18 avec une cadence de 10 à 12 coups par minute, ce canon restait efficace contre l'infanterie et les véhicules légers. En revanche, contre des positions même légèrement fortifiées, ces obus à fragmentation contenant seulement 40 grammes d'explosifs étaient totalement inefficaces. En armement secondaire, on trouve une mitrailleuse Fyodorov double canon de 6,5 mm montée sur un affût à rotule à l'avant droit de la tourelle. Elle était alimentée par des chargeurs de 25 cartouches. En 1929, elle fut remplacée par la plus puissante DT-29 de 7,62 mm, alimentée par des chargeurs circulaires de 63 cartouches. A noter que le T-18 fut le premier char léger de l'histoire à combiner canon et mitrailleuse. Sur les autres chars légers de l'époque, c'était l'un
ou l'autre. Cela lui offrit donc une plus grande polyvalence. La tourelle, montée sur une couronne à roulement à billes, était manœuvrée manuellement. Sa forme, dans la première version, rappelle fortement celle du FT. En 1930, une niche arrière fut ajoutée pour y loger une radio, mais en raison du manque d'équipement disponible, cette option fut réservée à des chars plus modernes. Les équipages l'utilisèrent finalement pour y stocker des munitions. Pour la communication externe, il faudra donc se contenter de la signalisation par drapeau. Les premiers T-18 étaient propulsés par un moteur 4 cylindres en ligne de 35 chevaux, copie du Fiat 15 italien remanié par Alexander Mikulin, spécialiste en moteurs d'aviation. Le T-18 est le premier char de série dont le moteur et la transmission sont combinés en un seul bloc au lieu d'être logés dans des carters séparés. Ce bloc est installé transversalement, un choix qui permit de réduire la longueur, le poids et le coût de fabrication. Ainsi, le T-18 mesure 4,38 m de long, 1,76 m de large et 2,10 m de haut pour un poids de 5,9 tonnes. En comparaison, le Renault FT mesure 5 mètres pour 6 tonnes 5 et le Vickers The Sixton 4,88 m pour 7 tonnes 3. Le T-18 atteint 16 km/h sur route et 6,5 km/h en tout terrain, contre à peine 7 km/h maximum pour le FT, malgré son moteur plus puissant. En 1930, Mikulin améliora le moteur pour atteindre 40 chevaux, portant la vitesse à 17,5 km/h. Il était alimenté par 2 réservoirs de 55 litres, offrant une autonomie de 50 km, jugée suffisante pour son rôle de soutien d'infanterie. Autre point important, le T-18 adopte des suspensions à ressort, ce qui améliore considérablement sa mobilité sur terrain accidenté. Son poids relativement léger lui donne aussi une faible pression au sol, un avantage sur terrain meuble. Mais cette compacité n'a pas que des avantages. Sa longueur réduite, combinée à des chenilles plus étroites, réduit la surface de contact au sol, ce qui provoque un fort balancement en mouvement. Plus problématique encore, sa faible capacité de franchissement. Lors des essais en mai 1927, il se montre incapable de franchir une tranchée de 2 mètres de large. Il fait même moins bien que le Renault, avec seulement 1,70 m contre 1,80 m pour le FT. Pour y remédier, les ingénieurs tentèrent d'ajouter en 1929 une queue avant, ce qui permit de franchir 1,80 m, mais gêna énormément la visibilité. L'idée est rapidement abandonnée. Premier char produit en série en URSS, le T-18 servit logiquement de base à plusieurs projets de véhicules spécialisés comme le canon automoteur Su-18 et le char lance-flammes HT-18. Et même un surprenant char télécommandé TT-18, produit à au moins 5 exemplaires et testé entre 1930 et 1933. Mais tous ces projets se heurtèrent à un problème fondamental. La faible taille du T-18 combinée à son obsolescence rapide. Dès 1929, il était déjà considéré comme dépassé. La plupart de ces concepts furent alors réorientés vers le T-26 plus moderne. Le T-18 est accepté par l'armée rouge en juillet 1927 et la première commande de 133 exemplaires est passée à l'usine Obukhov en février 1928. Les 30 premiers sont livrés avant l'automne mais souffrent de très graves problèmes techniques, provoquant plusieurs interruptions de la production pour corriger les anomalies. Afin d'augmenter les cadences, l'usine de construction mécanique Motovolokinsky se joint également à la fabrication. Avec difficulté, 96 des 133 chars sont finalement livrés dans les délais. L'armée commande ensuite 167 chars supplémentaires pour 1929-1930. En cours de production, la mitrailleuse Fedorov obsolète est remplacée par la nouvelle DT-29. Et ainsi, 85 T-18 de deuxième série sont livrés en 1929. Le T-18 est alors le char principal de l'armée rouge. Il est utilisé pour l'entraînement des unités blindées et d'autres branches de l'armée, jouant un rôle essentiel dans l'apprentissage des tactiques anti-chars et dans la coordination infanterie blindée.
Mais dès le 18 juillet 1929, l'armée rouge considère déjà le T-18 comme obsolète et lance la conception du T-19 pour le remplacer. Cependant, les tensions avec la Chine atteignent alors leur paroxysme, notamment à propos du chemin de fer de l'Est chinois. Construit par l'Empire russe pour relier le transsibérien à Vladivostok via la Mandchourie, le CER est resté sous contrôle soviétique après la révolution de 1917, malgré des promesses initiales de le restituer à la Chine. En 1929, le seigneur de guerre tente de prendre le contrôle du CER. Les employés soviétiques sont arrêtés et remplacés par des cadres chinois. L'URSS réagit par une offensive militaire rapide en Mandchourie à l'automne 1929. C'est dans ce contexte que les T-18 reçoivent leur baptême du feu en novembre 1929. Une compagnie de 10 T-18 est envoyée en renfort au groupe Transbaïkal de l'armée spéciale d'Extrême-Orient pour participer à l'offensive de Mishanfu prévue le 17 novembre. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce premier déploiement est des plus laborieux. Avant même d'arriver sur le théâtre d'opération, l'un des chars est irrémédiablement endommagé pendant le transport. Les 9 restants partent de nuit le 16 novembre pour rejoindre leur position de départ. Ils n'ont presque pas de munitions, peu de carburant, 3 n'ont même pas de mitrailleuse et aucun n'a de carte de la zone. Résultat, au matin du 17, seuls 4 atteignent la position et peuvent être ravitaillés pour participer à l'assaut. 2 des chars égarés rejoignent d'autres unités soviétiques. Bien qu'ils soient à court d'obus, ils parviennent à soutenir l'attaque de l'infanterie qui les utilise comme protection pour avancer. À la mi-journée, ils finissent par rejoindre les autres et les 6 chars tentent alors de prendre les fortifications chinoises. Mais ils sont stoppés par un fossé anti-chars. Cette première journée de combat se termine ainsi sans perte parmi les équipages. Seuls 2 chars sont hors d'usage pour des raisons mécaniques. Le soir, 2 autres chars disparus finissent par les rejoindre. Quant au dernier, il est hors d'usage. Le lendemain, les 7 opérationnels soutiennent un nouvel assaut contre les positions chinoises. Cependant, ils ne peuvent être efficaces qu'après la destruction partielle du fossé anti-char. Là encore, aucune perte humaine. Seul un char est endommagé par des grenades. Malgré la formation très limitée des équipages et une organisation chaotique, le commandement juge les performances globalement satisfaisantes, le T-18 se montrant efficace en soutien d'infanterie. Ce conflit, qui se termine par une écrasante victoire soviétique, met toutefois en évidence la faible efficacité de l'obus à fragmentation de 37 mm. Les troupes réclament également des engins plus rapides, mieux protégés et dotés de meilleures capacités de franchissement. Et justement, le T-19, plus grand, doté de meilleures capacités tout-terrain, d'un armement plus puissant, est censé être prêt pour janvier 1930. Mais le projet prend du retard. Alors il est décidé non seulement de poursuivre la production du T-18, mais aussi de développer une autre évolution, le T-20. Celui-ci bénéficie d'une caisse revue, de réservoirs agrandis et d'un moteur de 60 chevaux. Les prototypes des T-20 et T-19 sont achevés en janvier et juin 1931, mais tous deux se révèlent inférieurs au T-26, dont les premiers exemplaires sortent d'usine en juillet. Ils sont donc abandonnés. En attendant un remplaçant, l'armée n'a d'autre choix que de maintenir le T-18 en service. Une 3e série est alors commandée. À l'origine, il devait s'agir d'une modernisation majeure. Canon long de 37 mm, radio, embrayage amélioré, nouveau moteur de 40 chevaux, mais finalement, ni le canon ni la radio ne seront installés. Environ 400 chars de 3e série sont produits entre 1930 et 1931, suivis d'une 4e et dernière de 445, qui se distingue seulement par une nouvelle roue motrice. Fin 1931, le T-18 est officiellement remplacé comme char principal par le T-26. En tout, 960 T-18 auront été construits en 4 ans. Ils sont ensuite placés en réserve ou affectés à l'entraînement. En 1937, alors que les tensions montent en Europe, les soviétiques envisagent de moderniser les T-18 pour un retour en service.
Sur le T-18M, le groupe motopropulseur à bout de souffle des T-18 est remplacé par un moteur de 50 chevaux. Le châssis est grandement modifié, la direction et les roues motrices sont reprises du T-38, la tourelle est allégée et équipée d'un canon B3 de 37 mm ou d'un 45 mm. Un prototype est testé en mars 1938. Mais comme vous pouvez l'imaginer, le coût d'une telle modernisation est jugé déraisonnable pour un engin aussi dépassé. Le projet est alors abandonné. Début 1938, il reste encore officiellement 700 T-18 en service. Mais en réalité, la plupart sont en très mauvais état. Certains sont cannibalisés pour permettre à d'autres de fonctionner et beaucoup ont été désarmés au profit du T-26. Ils sont donc officiellement retirés du service en mars 1938, puis transférés dans les zones fortifiées. Réarmés avec des mitrailleuses ou des canons de 45 mm, ceux qui roulent encore sont utilisés comme position de tir mobile. Quant aux autres, ils sont enterrés pour servir de casemates blindées. Lorsque l'Allemagne envahit l'URSS le 22 juin 1941, il reste 450 T-18 casemates et 160 chars fonctionnels. Totalement dépassés face à l'offensive allemande, la majorité sont détruits ou capturés dans les premières semaines de la guerre. Bien que quelques-uns combattent un peu plus longtemps. Sur le front oriental, des T-18 en casemate participent à la défense de la région du lac Kazan contre les Japonais en 1938. La dernière utilisation au combat du T-18 a lieu pendant l'hiver 41-42, où 9 d'entre eux sont engagés lors de la bataille de Moscou. Les derniers en service dans la région du lac Kazan prirent leur retraite durant les années 50. Malgré ses nombreux défauts, le T-18 a joué un rôle crucial dans l'émergence de l'industrie blindée soviétique. Il a permis d'acquérir une expérience précieuse qui mènera à la conception de certains des chars les plus importants de l'histoire. Mais ça, ce sera pour d'autres vidéos. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à poursuivre votre visite avec nos autres vidéos sur le même thème. Et pour ne rien manquer, pensez à vous abonner.